Est-ce qu'il y a une seule fois où tu as appuyé sur le pistolet où il n'y a pas d'essence qui est sortie? C'est très bien. Tu travaillais sur la communication politique, mais tu étais monté jusqu'au cabinet du Premier ministre. J'ai pu entrer au cabinet de Jean-Marc Ayrault. Nous, on est des industriels. Si vous voulez, on regarde les choses comme elles sont, pas comme on aimerait qu'elles soient ou comme on voudrait faire croire aux gens. Bon, ensuite, c'est vrai que les files d'attente à la borne de recharge sur autoroute, c'est quand même de mieux en mieux géré. Ça va mieux, ça, quand même. Je pense que sur certains nœuds de trafic, il y a encore de gros besoins de recharge rapide. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas mettre 20 000 euros dans une voiture neuve. Alors, vous avez lancé justement Monta AI, donc l'intelligence artificielle appliquée à la borne de recharge. L'intelligence artificielle a une vraie utilité dans la gestion de l'énergie. Les entreprises ont une vraie responsabilité à suivre un peu de manière proactive les objectifs qui leur sont assignés. Mon invité aujourd'hui, c'est Émile Josselin, directeur marketing et communication corporate pour Monta à l'international. Monta, c'est la plateforme logicielle danoise spécialisée dans la recharge de véhicules électriques, côté opérateur de borne, mais aussi côté entreprise, côté collectivité et grand public. Fondée en 2020, elle vient de franchir le 1 million d'utilisateurs dans le monde et plus de 260 000 bornes connectées. Plus récemment, elle vient de lancer Monta AI, son moteur d'intelligence artificielle optimisé pour la recharge de véhicules électriques. Le tout directement intégré à la plateforme et donc au réseau de bornes de recharge. Mais pour recharger un véhicule électrique, encore faut-il que ça marche. Aux États-Unis, par exemple, plus de 25% des recharges de véhicules se soldent par des échecs. En Europe, on est malheureusement pas si loin derrière. Alors, Émile est avec nous aujourd'hui. Pour nous en dire un petit peu plus, Émile Josselin, bonjour et bienvenue dans Changement de vitesse. Bonjour Yann, merci. Alors Émile, apparemment en regardant un petit peu ton profil, rien te prédestinait à arriver dans la recharge de véhicules électriques puisque toi tu viens d'une école de journalisme. Sur la fin des années 2000, tu as travaillé par exemple pour La Voix du Nord dans la partie numérique, dans 20 minutes. Et puis en réalité, au fur et à mesure, vers 2009, tu es rentré au PS sur la communication en ligne et tu t'es créé comme ça tout un petit parcours dans la politique, donc du journalisme à la politique, et on ne voyait pas trop arriver sur la recharge de véhicules électriques. Oui, à la base, j'ai fait une école de journalisme avec conviction et enthousiasme. Et puis ensuite, je pense que j'ai fait le choix que j'aurais regretté de ne pas avoir fait sinon, parce que j'étais engagé politiquement pendant longtemps quand j'étais étudiant, et puis quand cette occasion-là s'est présentée, j'ai l'occasion de rentrer justement, donc tu es rentré par le PS, c'est ça, et tu travaillais sur la communication politique, mais tu étais monté jusqu'au cabinet du Premier ministre. Alors oui, après, effectivement, on a gagné l'élection présidentielle, il y a plein de choses qui s'en sont suivies, et effectivement, voilà, j'ai pu entrer au cabinet de Jean-Marc Ayrault comme conseiller pour la communication numérique pendant près de 2 ans. Conseiller pour la communication numérique d'un Premier ministre comme Jean-Marc Ayrault, donc on est sous la présidence de François Hollande en 2012, c'est ça. À ce moment-là, c'est quoi un peu ton quotidien, tes missions ? Alors, il n'y a pas vraiment de journée type, malheureusement, à ce genre d'endroit. Parfois, on préférerait, mais au quotidien, ça va être faire de la veille pour remonter un peu les sujets qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était l'époque où Twitter a pris beaucoup de puissance dans le paysage politique et dans la structuration du débat. Donc ça consistait effectivement à garder un peu un œil là-dessus. Et puis ça consistait aussi à travailler avec le Premier ministre pour faire des tweets ensemble sur son compte, travailler avec lui avec cette idée qu'un tweet finalement peut être beaucoup plus efficace qu'un communiqué de presse. Justement, toi, tu es passé donc de la communication de la candidate aux primaires Martine Aubry à la communication du PS ou vice-versa d'ailleurs. Puis ensuite, tu rentres au cabinet de Jean-Marc Ayrault. Et ensuite, tu es rentré à la communication générale et non plus que digitale d'Axelle Lemaire, qui était la ministre du numérique à l'époque, qui a pris beaucoup de place sur le monde start-up. Pendant 2 années, tu étais avec elle. C'était quoi comme expérience ? Tu as dû être... Parce qu'elle, je la voyais, elle était absolument partout. Tous les événements start-up, elle était du matin au soir en déplacement. Tu étais avec elle dans ces moments-là ? Oui, on était 2 à travailler sur sa communication. Donc oui, on l'accompagnait dans ses déplacements. Effectivement, on n'a pas été avare de déplacements, d'heures passées au contact à la fois de l'écosystème des startups, mais aussi de tous les gens qui travaillaient à faire du numérique un outil d'inclusion. Donc on a pu effectivement rencontrer plein de monde et puis surtout, au-delà des rencontres, pouvoir porter un projet de loi qui s'appelait la loi pour la République numérique, qui a permis de transformer durablement le paysage tel qu'on le connaît aujourd'hui, par exemple avec des règles
toute simple, mais pas facile à faire entrer en vigueur, mais comme l'open data par défaut pour les administrations. Et puis on a utilisé effectivement le numérique pour cet aspect démocratique et ouvert. C'est-à-dire que les groupes d'intérêt, ce qu'on peut appeler les lobbies, on leur disait, écoutez, vous avez un amendement à défendre, écoutez, proposez-le, mettez-le en ligne, et puis comme ça, tout le monde le verra, et les gens pourront voter, discuter, en débattre. Alors, tu fais quelques années donc en communication politique, pas rien quand même, de 2009 à 2016. Et puis, tu te lances toi-même dans le conseil en indépendant. Donc, tu sors de cette sphère très politique. Tu bosses avec des très grandes boîtes comme Google, comme Vinci. Alors, aussi encore un petit peu au niveau politique avec le conseil constitutionnel. Tu fais du conseil. Tu es indépendant pendant 3 ans et demi. Et puis, après, je vois que c'est là vraiment que tu rentres toi-même dans le monde des startups, notamment à travers une boîte américaine qui s'appelle Nextdoor, qui est un genre de réseau social entre voisins, donc par quartier, qui est énorme apparemment aux États-Unis. Qu'est-ce qui a donné cette ambition de bouger ? Il y a un mélange de choses. Je ne me voyais pas être conseiller en cabinet ministériel en tant que carrière, en faire toute ma vie. Par ailleurs, il faut savoir que c'est des expériences formidables, c'est un privilège d'avoir pu les avoir, mais c'est aussi des expériences éprouvantes. C'est-à-dire qu'en termes d'horaire, de disponibilité, de ce que ça vous demande, c'est substantiel. Mais simplement, effectivement, au bout de 6-7 ans, on se dit peut-être il est temps de effectivement rebasculer sur un modèle qui permette de redescendre un peu et d'avoir une vie professionnelle tout aussi épanouissante, mais dont à l'intensité un peu plus calibrée. Donc du coup, là, à ce moment-là, moi, je décide de créer ma boîte de conseil pour travailler sur un peu plein de choses en même temps et découvrir finalement ce qui me plaît, puis aussi me constituer tout simplement des références. Et puis après, au bout d'un moment, je me dis, j'aimerais bien retrouver une équipe, j'aimerais bien retrouver quelque chose à lancer, avoir un peu cette euphorie un peu de créer quelque chose. Et donc, il y a cette entreprise américaine qui s'appelle Nextdoor qui lance le marché en France, qui lance le réseau en France et qui a besoin de quelqu'un pour s'occuper de la communication pour le lancement de la plateforme en France. Donc voilà, je candidate et puis 2, 3, 4, 5 entretiens plus tard, m'y voilà. Tu sors de là-bas et c'est là justement que tu arrives chez Monta. Monta est né en 2020. Pas en France, pas en Allemagne, pas aux États-Unis ou quoi. Sur la recharge électrique, en fait, Copenhague, le Danemark, avait un peu un temps d'avance. C'est quoi ? C'est lié à la culture scandinave sur les sujets énergétiques. Parce que, pour le rappeler, déjà, si tu peux nous introduire un petit peu Monta, j'ai essayé de le faire en intro, mais c'est pas des bornes de recharge, c'est de la data, c'est des puces qui s'intègrent dans des bornes pour piloter en fait les bornes à distance, c'est ça ? Alors nous, on ne fait même pas une puce, on fait le logiciel qu'on va mettre dans la borne. On est un peu le iOS ou le Android. D'accord. C'est le système d'exploitation de la borne. Exactement. Nous, on est le système d'exploitation et qui permet de gérer tous les aspects de la recharge. Parce qu'en fait, la borne, c'est un espèce d'objet communicant aux possibilités absolument extraordinaires. Donc, pour effectivement faire de la gestion dynamique des prix, permettre de faire de la recharge via l'énergie solaire, permettre de stabiliser le réseau quand il y a des risques de coupure via la modulation de l'intensité de la recharge. Donc voilà, c'est à peu près tout ça qu'on peut faire avec la borne, avec Monta, qui est donc le système d'exploitation d'une borne de recharge et des bornes de recharge. Comment tu les séduis et ils te séduisent ? Moi, ce qui me séduit, c'est plusieurs choses. C'est d'abord que je vais retrouver ce même setup, cette même organisation qu'il y avait à Nextdoor et puis qu'il pouvait y avoir aussi dans mes autres expériences. C'est qu'on va ouvrir le marché, on va lancer quelque chose. Donc, une petite équipe. À l'époque, on est 2 avec le country manager quand j'arrive à Monta. Sur la France. Sur la France. Et en tout dans le monde, ils sont déjà combien ? À cette époque-là, je crois qu'on doit être 150. Ok, donc quand même, c'est une boîte qui a déjà bien fait ses preuves, notamment au Danemark et dans les pays scandinaves. Et par contre, en France, il y a tout à faire. Voilà, donc je Génial. retrouve cette situation. On doit lancer un marché et puis imaginer plein de choses que j'aime beaucoup. Dans une entreprise comme la précédente et en lien avec mes expériences aussi précédentes, qui a une mission qui a du sens pour moi, c'est-à-dire qui travaille via la décarbonation du transport à un futur quand même un peu plus désirable, un peu plus agréable que celui qu'on nous prédit aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est ça qui me séduit. Puis après, effectivement, les personnes que je rencontre lors des entretiens sont des gens très honnêtes, très posés, qui expliquent assez clairement ce qu'on attend de moi et ce qu'on attend de l'équipe en France, et puis aussi un peu les trajectoires qui peuvent m'attendre au sein de l'entreprise. Et donc voilà, je décide. Et toi, comment t'expliques qu'il soit allé chercher justement un profil qui finalement a fait une start-up et au-delà de ça, avant, a fait plein d'autres sujets de communication et de digital, mais pas forcément dans cet univers start-up ni dans cet univers mobilité ?
Alors ça, il faudrait poser la question à ceux qui Non, mais ça va- qui m'ont recruté. Non, je pense qu'un peu la polyvalence de mon profil. Oui, c'est ça. C'est le leur a côté, on va ouvrir un pays, il faut quelqu'un qui soit un petit peu couteau suisse sur nos sujets de communication et de digital, Voilà. de start-up, etc. Et quoi. puis, ils voyaient, parce que j'avais aussi piloté la communication en Italie et en Espagne pour Nextdoor, Ouais, un potentiel européen finalement. voilà, que c'était des choses qui ont été ambitionnées par Monta à l'époque, l'expansion en Italie et en Espagne, qui sont produites. Et donc, ils voyaient aussi en moi la personne pour piloter ce qu'on appelle l'Europe du Sud, c'est-à-dire la France, l'Espagne, l'Italie, puis le Portugal. On sait que les Scandinaves, dans leur culture, ont beaucoup d'avance sur les sujets énergétiques. Comment ça s'explique, ça? Alors, je pense qu'en premier lieu, l'explication, elle est structurelle ou infrastructurelle. C'est-à-dire que là-bas, on produit beaucoup d'énergie, soit hydraulique, soit éolienne. Il y a une volonté politique assez claire des gouvernements là-bas, quand je dis là-bas, c'est en Danemark, Suède ou Norvège, dans des proportions un peu variables, mais de soutenir l'industrie du véhicule électrique, avec notamment des exemptions de TVA, des grosses réductions sur la taxe d'immatriculation qui, dans ces pays-là, peut représenter 100% du prix du véhicule. Ah ouais, c'est énorme. Voilà, oui, la Norvège, par exemple, Danemark aussi. Tu fais x2. 100 à 150% dans certains cas. C'est quoi Pareil, les cas? C'est quand c'est le plus polluant ou c'est quoi? Une taxe, Ça la dép- taxe d'immatriculation. Voilà. C'est Elle immense. elle est élevée parce qu'aussi, peut-être, le pouvoir d'achat là-bas est élevé. C'est tout ça qui fait qu'il y a eu une adoption du véhicule électrique assez rapide par rapport à d'autres pays. C'est marrant parce que ça casse aussi tout le storytelling de ceux qui disent attention, quand il fait froid, ta voiture électrique, tu peux plus rien en faire. Quand tu vois qu'au Danemark ou en Norvège ou quoi, enfin tu vois, t'as envie de dire bah, absolument pas quoi. Voilà, ça fonctionne assez correctement, manifestement là-bas. Une très large majorité de la Il y a population quasiment roule en plus de électrique thermique, maintenant. Il y a quasiment C'est plus de incroyable. thermique qui est vendu. Et donc, ça a été créé au Danemark pour cette raison-là, mais aussi parce que tout n'est pas parfait. Et donc, le cofondateur de Monta, notre CEO aujourd'hui, Casper. Casper Rasmussen, était un des early adopters de Tesla. Donc, il avait acheté une Tesla modèle XY, je ne sais plus. Bref. Soit X, soit S à l'époque, je pense. Il a été quand même assez étonné d'à quel point ces voitures étaient des bijoux technologiques en termes de ce qu'elles pouvaient faire, mais comparé à l'expérience des bornes de recharge, où l'expérience de recharge était basique et souvent insatisfaisante, comparée effectivement aux bijoux technologiques qu'étaient les véhicules électriques. Vous arrivez à C'est vrai que c'est une un bon borne de constat. recharge, elle ne fonctionne pas, Ouais. la recharge échoue, on vous dit que la borne est disponible, en fait il y a déjà une voiture qui est garée. Toute une variété d'expériences, Qui nous arrive malheureusement encore aujourd'hui parfois. Hein. voilà, qui peut encore se produire parfois. Partant de ce constat-là, il se dit il y a quand même quelque chose à faire. Donc, moi, en tant que conducteur, m'insatisfait. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour régler, ou en tout cas contribuer au règlement du problème. Et c'est là que naît Monta, donc à la fois le logiciel de gestion des bornes en charge, mais aussi l'application qu'on a pour les conducteurs. Oui, ok. Donc, ce qui explique en fait que ça soit plutôt né au Danemark, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup plus de conducteurs de VE et donc une expérience déjà éprouvée sur le sujet. Donc, ils créent ça. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'uniformiser et puis de réussir à gérer une expérience qui soit la plus fluide possible pour la recharge électrique. Ça lui met combien de temps à mettre en place? L'avantage, c'est qu'on crée un logiciel. Ouais. On n'est pas des fabricants de bornes, on n'est pas des installateurs de stations de recharge. Donc, en fait, ça commence de manière assez simple entre Casper, son cofondateur, et puis quelques ingénieurs qui vont coder la première version de la plateforme et la première version de l'application pour les conducteurs. Donc, on arrive à sortir quelque chose assez vite, vers la fin 2020, début 2021. Et puis ensuite, voilà, on développe les capacités du logiciel et puis on commence à à gagner des clients et à se développer et aussi à apprendre des expériences qu'on a avec ses clients. Voilà. Et donc ça arrive assez vite. Finalement, on arrive à avoir, au bout de quelques années, l'aéroport de Copenhague, Norlys, les géants de l'électricité en Scandinavie, qui nous font confiance comme logiciel pour gérer leurs points de charge. Nous, très rapidement, on a pu se rencontrer justement à travers Press Mobility quand tu as commencé. Mais en fait, tout à l'heure, tu me disais que tu es sorti du monde des cabinets ministériels, etc. C'était très éprouvant. Aujourd'hui, tu gères la communication d'une boîte quand même énorme. On rappelle 260 000 bornes de recharge dans le monde, plus d'1 million d'utilisateurs. Et dans presque une dizaine de pays, j'imagine. Comment tu gères ça au quotidien avec, encore une fois, on revient sur les différences culturelles, non seulement
la différence culturelle entre le siège de Monta et la France. On n'a pas la même manière de réfléchir ou de travailler, mais en plus, avec d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, etc. Comment tu réussis à jongler là-dessus au quotidien ? Alors, à jongler là-dessus au quotidien, en fait, moi, j'aime beaucoup travailler avec des gens de cultures différentes. Donc, l'apprentissage des cultures de travail différentes est une grande partie de l'intérêt que je porte à mon métier, à mes fonctions chez Monta. Ça se pilote un peu au cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut se méfier. En tout cas, moi, je me méfie toujours de l'approche un peu globale. On fait la même chose pour tout le monde et ça sera formidable, tout ira bien parce que on a tout compris. Donc, si on a tout compris, pourquoi ça ne marcherait pas pour 10 autres pays ? Donc toi, tu dis que même si c'est du logiciel, typiquement, ça n'aurait pas pu marcher si tout était que dans les headquarters au Danemark et que c'est bien d'avoir des équipes locales. C'est fondamental d'avoir des équipes locales. Est-ce que vous avez déjà eu un truc où, je sais pas, vous tentez une campagne com qui cartonne dans un pays et vous essayez quasiment la même dans un autre pays sur lequel tu bosses et où tu vois que là, pour le coup, c'est raté, mais complet? J'essaie de trouver des exemples, parce que c'est vrai qu'on a fait un certain nombre de campagnes de communication globales autour par exemple, du classement des bornes de recharge basées sur les datas de notre plateforme. On a fait aussi quelques campagnes un peu dans ce genre-là. Quand vous êtes arrivé en France, vous aviez fait un gros sondage. Je me rappelle à l'époque, je crois, avec YouGov, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et on avait bossé, nous, là-dessus, sur la partie relations presse. On s'était vachement amusé. Et ça, j'avais trouvé que c'était hyper audacieux. Vous aviez pris un peu le contre-pied de toutes les boîtes de la mobilité électrique. C'est que là où tout le monde a envie de dire « c'est génial, on cartonne, c'est trop bien l'électrique », vous aviez dit X% des gens qui sont passés à l'électrique ont rencontré un problème qui les fait douter, etc., pour justement montrer la nécessité de travailler sur l'expérience utilisateur en borne de recharge. Mais j'avais trouvé ça fou et ça avait cartonné. On avait fait un raz-de-marée ensemble. Absolument, il y avait effectivement ce sondage qu'on avait fait dans 3 pays. Les chiffres étaient à peu près comparables en Angleterre et en Allemagne, là où le sondage avait été fait. Mais de fait, c'est la communication qu'on a faite en France qui après a essaimé un peu partout en France, mais aussi on l'a vu reprise en Angleterre, en Allemagne, etc. parce qu'elle créait un débat. Je me souviens qu'on avait eu le cas de conscience ensemble, on en avait parlé avant et c'était un vrai sujet. Moi, j'organise un salon sur l'automobile électrique, donc je me disais, attends, je vais quand même pas envoyer un communiqué qui explique ça. Mais en réalité, comme tu as dit, ça pose le débat et ça permet en fait de faire éclore les sujets de manière un peu plus sérieuse, quoi. C'est surtout que nous, on est des industriels. Si vous voulez, on regarde les choses comme elles sont, pas comme on aimerait qu'elles soient ou comme on voudrait faire croire aux gens qu'elles soient. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est pas la réponse, le problème. Le problème, c'est tout un tas de choses qui font que l'expérience de recharge n'a pas la même excellence opérationnelle et industrielle que d'aller faire le plein à la pompe à essence. Si toi, tu penses toutes les fois où tu as fait le plein à la pompe à essence, est-ce qu'il y a une seule fois où tu as appuyé sur le pistolet où il n'y a pas d'essence qui est sortie? C'est très bien. Alors moi, jamais. Alors, ça peut arriver à d'autres, mais on n'en trouvera pas beaucoup. Est-ce qu'il y a une seule fois où tu pensais payer le litre de samplon 98 1,20 €, puis que, tiens, à la fin, c'était 1,60 € parce qu'il y avait des frais d'activation qu'on te faisait payer. Mais c'est ça le problème. Vous voyez, c'est pas que les gens soient insatisfaits, c'est les raisons pour lesquelles ils le sont. Et nous, on est des industriels, on regarde le secteur comme il est et comme on pense qu'il devrait évoluer. De toute façon, si tu ne regardes pas le problème, tu ne pourras jamais solutionner le problème. Il y avait un côté où, en tant que early adopters de véhicules électriques, on acceptait un peu le truc. On avait un peu, on n'avait pas envie de s'admettre quand ça foirait et on se disait non mais t'inquiète, je vais trouver une solution, etc. On n'osait pas trop en parler, je trouve. Mais ça, pour le coup, tout à l'heure, tu vois, on parle de culture et différentes cultures, c'est très scandinave. Il y a un côté hyper transparent dans la culture, que ce soit danoise ou scandinave de manière générale. On n'essaye pas de survendre, on fait pas de greenwashing, on dit les choses telles qu'elles sont, quitte à ne pas vraiment plaire. Et en ça, typiquement, ce sondage-là qui était sorti à l'époque, c'est l'exemple parfait de ce gap culturel. Oui, bien sûr. C'est surtout que il a permis de poser le débat de manière transparente et je pense que ça a pu faire avancer aussi un certain nombre d'industriels. L'état des lieux maintenant. Voilà, ça fait plus de 3 ans, toi, que tu es sur ces sujets. En France comme ailleurs dans le monde, on était où en 2023 quand tu es rentré ou en 2023, c'est quand on a commencé en France sur Monta. Et aujourd'hui, en 2026, c'est quoi la différence ? Le secteur ne cesse de faire des progrès parce que le secteur, au fil du temps, devient de plus en plus concurrentiel. Donc, du coup, ça pousse aux améliorations. Il y a de plus en plus de concurrence dans le secteur. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, soit des opérateurs, des fournisseurs de mobilité qui naissent,
Et donc, on est dans un secteur assez bourgeonnant qui fonctionne plutôt bien. Au point de vue des infrastructures, le nombre de bornes de recharge publiques est en croissance assez substantielle. On a dépassé tout un certain nombre de chiffres importants au cours de ces années. Et il se corrèle maintenant avec la recharge privée ou semi-privée, typiquement le parking de centre commercial, le parking de salle de sport, la borne dans le parking municipal. Ouais, parce que là, déjà, on parle en France seulement de plus de 180 000 points de charge un peu partout sur le territoire en public. Et ça, justement, est-ce qu'on connaît le taux de points de charge réellement fonctionnels? Puisque, par exemple, là, il y a un gros sujet ces derniers mois sur le vol. Là-dessus, justement, sur les 180 000 points de charge, est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est à 95% de fonctionnalité ou est-ce qu'on est à 60% de fonctionnel? Alors ça va dépendre d'une chose, ça va dépendre de la manière dont l'opérateur de point de charge contrôle son réseau. C'est-à-dire que si il n'est pas capable de détecter qu'il y a eu un vol de câble, il ne va pas pouvoir piloter efficacement son réseau et donc lui-même va envoyer des conducteurs sur des bornes qui ne fonctionnent pas. Ça, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas équipés de logiciels pour justement avoir la remontée des informations. Alors tout le monde est plus ou moins équipé de logiciels, voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises, moyennes ou grandes, qui ont créé au tout début leur propre logiciel. Là, dans les 12-24 prochains mois, il y a quand même un gros sujet sur la rentabilité de ces opérateurs. Vous voyez, vous, des modèles économiques qui sont sortis, qui fonctionnent vraiment bien, ou tout le monde est à peu près... C'est-à-dire, est-ce que c'est disparate ou est-ce que tout le monde est à peu près sur la même ligne? Il y a encore tout un certain nombre de groupes, moyens ou parfois grands, qui restent effectivement sur avoir leur propre plateforme maison. Pas très interopérable non plus, parce qu'il ne faudrait pas que non plus il y ait d'autres personnes qui viennent charger dessus sans que un tel ou un tel prenne une marge. Donc ça, c'est des modèles qui, à mon avis, risquent de se heurter un peu après... à l'usage. Voilà, à l'usage et puis à la concurrence. Ouais. Voyez, et si le concurrent il est capable de faire... nous, c'est ce qu'on propose avec notre plateforme d'IA, mais qui est capable de faire de l'analyse de prix dynamique de la concurrence, qui est capable de résoudre automatiquement, de détecter automatiquement le vol de câble parce que la borne se comporte de telle et telle manière et qu'on le sait qu'elle se comporte comme ça quand il y a un vol de câble, ou simplement, même plus basiquement, quand le câble est coincé. Si vous avez un logiciel qui vous permet de dire « Ah, en fait, là, je pense que le câble est coincé vu les erreurs qu'on voit, donc on va débloquer le système de câble. » Et donc, ça va permettre de relancer la recharge. Le vrai facteur différenciant, ça va être la capacité de ces opérateurs à résoudre rapidement les problèmes qui vont se poser de manière exponentielle parce qu'il y aura un nombre exponentiel de bornes de recharge. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont rentables. Il y en a assez plutôt même qui sont rentables. Oui, je pense. Ouais. Je pense. Après, ça repose aussi beaucoup sur l'investissement. Ça repose aussi parfois sur des investissements d'entreprise. Vous avez des... Free to Move, par exemple, qui de Stellantis. Voilà, qui est Stellantis. Mobilize aussi, Power Solutions. Donc, c'est aussi des investissements de grands groupes. Il y a aussi des petites, moyennes entreprises qui se sont développées, des opérations les syndicats d'énergie, etc. Les syndicats d'énergie se sont mis. Puis, il y a pas mal de PME à la française qui ont lancé un business de CPO, d'opérateur de point de charge. Et donc ça, c'est un truc qui met 5 ans, 10 ans, 15 ans pour commencer à être rentable, ou il y a la possibilité pour eux de dégager une marge assez rapidement? On peut dégager une marge assez rapide si on arrive à résoudre les problèmes assez rapidement. Si vous tu dis si jamais tu n'as pas de lecture sur ton réseau, c'est impossible. Voilà, qui sont out pendant 6 heures le 24 décembre parce qu'il y a trop de monde, là, vous perdez gros. Et le truc, c'est qu'effectivement, avec des bornes de recharge, quand ça cesse de fonctionner, le compteur de l'argent que vous perdez, il tourne, il ne s'arrête pas. Sur ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, comme modèle se dégager, on va continuer encore beaucoup à faire croître la partie recharge publique, ou bien là, maintenant qu'il y a de plus en plus de recharge dans les entreprises ou à domicile, c'est ce qui devrait prendre le dessus? Réponse peu satisfaisante peut-être, mais il va y avoir un peu des deux. Je pense que sur la recharge publique, il y a encore la recharge rapide, notamment sur autoroute. Il y a encore pas mal d'améliorations à apporter. Paradoxe des bornes de recharge publique qui vont être sur autoroute, qui vont être une bonne partie du temps pas forcément beaucoup utilisées, mais qui vont
à certains pics de vacances. Oui, mais c'est comme les autoroutes de manière générale. Quoi. Totalement surutilisé. Oui, tu as le bison futé rouge, grosso modo. Sache que si tu es en bagnole électrique, en plus des embouteillages, tu risques de galérer un peu. Quoi. C'est ça l'idée. Voilà. Bon, ensuite, c'est vrai que les files d'attente à la borne de recharge sur autoroute, c'est quand même de mieux en mieux géré. L'été dernier, par exemple, il y avait l'association Fauve, une association d'utilisateurs de véhicules électriques qui aide beaucoup sur ces sujets-là, qui avait des gens un petit peu partout sur les points de charge où ça avait été un peu plus compliqué les vacances passées, pour justement fluidifier un petit peu, s'assurer que les gens chargent de 20 à 80% et puis leur faire gentiment comprendre que c'était le moment de passer à la suite pour laisser la place. Ça va mieux, ça, quand même. Oui, c'est mieux. Mais je pense que sur certains nœuds de trafic très concentrés, il y a encore de gros besoins de recharge rapide pour faire face effectivement au pic. Mais alors après, avec ce paradoxe industriel et commercial aussi pour les opérateurs ou ceux qui gèrent ces bornes de recharge, qui est qu'effectivement, on travaille pour le moment où il y a le pic, pour que ça fonctionne le moment où il y a le pic, et puis le reste de l'année, il y a un peu moins d'utilisation. Alors, vous avez lancé justement, pour encore mieux gérer et les pics, et la communication, et le suivi des problématiques qu'il peut y avoir sur des bornes, Monta AI, donc l'intelligence artificielle appliquée à la borne de recharge. Apparemment, ce n'est pas qu'un effet de mode. Il y a une vraie utilité. D'ailleurs, Casper Rasmussen, donc ton CEO, a dit on passe de l'échelle, donc grosso modo, on est déjà à l'échelle. C'est vrai qu'avec 260 000 bornes, c'est le cas, à l'intelligence. C'est-à-dire qu'on va vraiment réussir maintenant, au-delà du volume, à gérer précisément les problèmes fois 260 000 bornes. Voilà, l'idée, l'intelligence artificielle a une vraie utilité dans le management, la gestion de l'énergie aujourd'hui. Parce qu'effectivement, les réseaux vont croître. Les opérateurs, il y en a déjà qui ont plusieurs dizaines de milliers de bornes de recharge. Demain, ils en auront plusieurs centaines de milliers. Et donc, du coup, les petits problèmes, quand on a 10 000 bornes, quand vous en avez 100 000, 200 000, ça devient des facteurs de paralysie et ça devient des facteurs qui brident votre croissance. Comment vous faites ? Vous lisez le cahier de recharge de la borne. Alors, c'est des dizaines et des centaines de lignes de code. Il faut essayer de regarder là-dedans, dans le marc de café un peu des logos CPP. Mais les gens, là, aujourd'hui, il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, qui vraiment font ça, qui regardent ligne par ligne de code pour aller trouver le truc. Bien sûr. Genre avec un contrôle F pour essayer de trouver son... Essayer de comprendre. Okay. Donc, ça va, ça, quand ça arrive sur 10 bornes, sur un réseau de 1000 bornes, par exemple, à un moment. Mais au fur et à mesure que votre parc de bornes augmente, il va falloir trouver un autre moyen de résoudre ces problèmes. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle peut, en tout cas avec notre plateforme, lire tous ces registres de recharge et puis vous suggérer automatiquement les améliorations à apporter. On avait un opérateur américain comme ça qui, justement, en faisant ça, a découvert en 5 secondes qu'en fait, sa borne, elle avait un problème de firmware, c'est-à-dire le micro-logiciel installé dedans, qui n'était pas à jour depuis des années, et que donc, en l'installant, ça allait remettre cette borne à un taux de recharge réussi, comparable aux autres. Ça, c'est qu'un des bénéfices de l'intelligence artificielle. Ça, je l'ai vu, j'ai lu cette info sur vous, que vous êtes passé, l'opérateur américain en question, il est passé de 31% à 98% en quelques secondes. Réussie. Voilà. C'est quoi ? C'est-à-dire que l'IA rentre dans la borne, rentre dans les logs, et en fait, automatiquement, il a détecté d'où venait le problème, et boum, quoi. Elle analyse ça à partir des problèmes ou des succès rencontrés sur les 260 000 autres bornes de notre réseau qui servent effectivement de fond d'intelligence à ce qu'on fait. Et donc, là encore, je te présente le truc de manière réactive, c'est-à-dire il y a un problème, donc nous, l'opérateur va mettre les logs là-dedans. Mais en fait, en vrai, là, l'intelligence artificielle, elle permet de tracer pour la gestion de l'énergie un cheminement vers des réseaux autonomes en termes de management. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle peut faire ça, non pas réactivement, mais proactivement. Quand elle détecte qu'il y a une borne qui a trop de recharge non réussie, elle va faire cette opération que je te décris là, elle-même. Et va résoudre un peu les problèmes sans qu'on lui demande. Elle va aussi pouvoir suggérer aussi plein d'autres choses. C'est-à-dire, elle peut par exemple vous suggérer proactivement des systèmes de gestion de prix. Voilà. Votre prix est un peu plus élevé, 10-15% plus élevé que la concurrence sur cette zone-là, sans vraiment de raison. Est-ce que vous voulez adapter votre prix pour matcher toujours celui de la concurrence, voire être 2% en dessous à chaque fois ?
Oui, non. Si, C'est oui. exceptionnel. Sachant qu'en réalité, vous, en tant que Monta, vous n'avez pas forcément d'intérêt directement dans le fait de monter ou baisser le prix. C'est vraiment pour que l'opérateur de recharge réussisse à rentabiliser au maximum sa borne. Nous, on est un logiciel B2B, donc on grandit pas uniquement par nos nouveaux clients, mais aussi par la croissance de nos clients existants. Donc nous, l'intérêt, c'est ton client, quand il passe de 10 à 100 puis à 1000 bornes, ça change tout pour vous, quoi, c'est ça? Ben voilà, bien sûr, en termes de revenus et de chiffre d'affaires, effectivement, puisque on a un modèle qui est qu'effectivement, plus vous avez de bornes connectées à la plateforme, plus Ouais, c'est à quoi, un prix par mois par borne, quoi? Un genre de SaaS on a un frais d'abonnement à la plateforme fixe, et puis après, il y a une tarification au point de charge, D'accord. et C'est ensuite, logique. il y a des frais aussi de transaction, voilà, qui sont un D'accord. peu les trois piliers habituels. En même temps, c'est que- les trois choses que tu gères, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que Monta, tu vas gérer le réseau, la borne de recharge et à chaque fois qu'il y a un paiement. Et donc, c'est là-dessus à chaque fois qu'il faut réussir à... Voilà, c'est un peu les piliers habituels Financer. de l'industrie. Voilà. Et donc, par exemple, nous, notre intérêt, c'est que le client qu'on a signé en 2023, qui avait 500 points de charge, et ben qu'en 2026, il en ait 5000, parce qu'il aura eu, grâce à notre logiciel, les moyens de croître, d'augmenter sa marge et de faire sa croissance, sans avoir augmenté exponentiellement tous les coûts qui y sont associés. Vous en avez des success stories comme ça, des gars qui vraiment ont explosé depuis que justement ils se sont installés avec votre système? Par exemple, en France, on a un opérateur de point de charge qui s'appelle Osécar, qui a réussi à... Donc, il gère des points de charge en Corse, principalement, Ok. de très nombreux points de charge pour des stations touristiques, etc., qui a réussi à avoir une croissance absolument extraordinaire, notamment grâce à nous. Tout ce qui était faisable automatiquement a beaucoup fait baisser les coûts de support et a beaucoup fait augmenter la disponibilité de ces points de charge. Donc, lui, effectivement, aujourd'hui, il a une croissance... assez forte, dont on est super fiers, parce qu'en fait, C'est canon. nous, Ouais. on est là pour faire grandir ces gens qui, en fait, ils jouent leur chemise quand on lance une entreprise. Oui, c'est pas un toi que je la investissement de prendrais, dingue. tu vois. Donc, ils comptent vraiment C'est sur toujours nous. bien de se l'entendre dire à chaque fois, quand même. Si le logiciel ne marche pas, ou il n'est pas assez compétitif par rapport aux concurrents, vous êtes dans une situation, personnellement, en tant que chef d'entreprise, très complexe. Et donc, nous, on a vraiment ce partenariat avec nos clients, parce qu'on sait qu'ils comptent sur nous, et qu'on est la brique nécessaire pour leur croissance. Alors aujourd'hui, vous avez plus de 3 millions de sessions de recharge chaque mois, c'est vrai? Et ça, justement, là maintenant, tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes en capacité, avec autant de données, de savoir en amont quand une borne va tomber en panne, par exemple? C'est-à-dire, jusqu'où on peut aller, en fait? Ce que j'essaye de savoir, c'est à quel point l'intelligence artificielle elle a un vrai effet bénéfique très fort dans la fiabilité du réseau de recharge. C'est là où c'est intéressant, effectivement. C'est que le réseau, en fait, qu'on a, nous, il est auto-apprenant. C'est-à-dire, est-ce qu'il va savoir quand une borne va tomber en panne? En tout cas, il va pouvoir, pour ce modèle de borne, au vu de ce qu'on voit, nous, sur les autres modèles de bornes identiques connectés à notre réseau, c'est pas mal de mettre le firmware à jour assez rapidement, parce qu'il y a eu le problème qui s'est posé là-bas tout à l'heure. La panne, ça peut être aussi les coupures réseau. Donc, c'est pas mal d'avoir aussi une intelligence artificielle qui peut dire, là, au vu de ce que moi je vois sur la plateforme, sur la manière dont les bornes sont sollicitées, de ce que je croise avec les données d'énergie, il y a un risque de coupure de courant. Donc, baissons plutôt l'intensité de la recharge pour participer à la stabilisation du réseau, ce que nous on appelle power bank. Et d'ailleurs, on peut être rétribué en tant qu'opérateur pour participer justement à cette gestion du réseau. Donc, il y a plein de choses qui sont capables de détecter la panne. La panne, ça peut être aussi le vol de câble. Ça peut être aussi la fraude avec les QR codes. Alors, tu sais, voilà, il y a des QR codes pour payer sur les bornes. Parfois, il y a des petits malins qui s'amusent à recoller Ah oui, un QR code par-dessus. un faux QR code pour te faire lancer la C'est un recharge. truc de dingue. Mais ça, justement, comment tu le repères? Au final, le gars, il a payé sur un autre système. Et tu le repères parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont brancher leur Ouais, essayer la de borne, brancher. faire, ouais. voilà, et que il y a pas Donc, rien tu se vas passer. voir qu'elle a été branchée 50 fois, Voilà. mais qu'il y a 0 € qui ont été débités. Donc, on voit qu'il y a un problème. Et donc là, on te dit fraude alerte, etc. Donc là, pour expliquer, c'est que le mec colle un fake QR code par-dessus le vrai QR code. Quand la personne va scanner ce QR code pour aller au paiement, ils vont arriver sur la page web de la marque donnée. Eux, ils ont fait une fake page web avec le logo de la page. Et derrière, tu rentres tes coordonnées carte bancaire et tu t'es fait pirater ta carte. Voilà, où tu as payé simplement 50 € à je ne sais qui. Et donc, nous, on peut voir effectivement
Il y a plein de fois où la C'est borne un a été truc de branchée, dingue. redébranchée, sans qu'il se passe rien, voire ça reste branché pendant C'est 20 du génie minutes. maléfique quand même, ce 20 truc. minutes et il se passe rien. Ouais. C'est quand même- Normalement, le conducteur doit s'en rendre compte. Et donc là, du coup, voilà, système de fraude détecté, donc on met les bornes en verrouillage, on réinitialise nous nos propres QR codes, etc. Donc ça, c'est pareil, ce sont des choses que l'IA peut faire proactivement. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir détecter le problème de fraude sur les QR codes à 2h30 du matin, s'il se produit. Là où, heureusement, beaucoup de gens dorment, même dans les entreprises d'opération de borne. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent empêcher la borne de tomber en panne. C'est-à-dire qu'on peut arriver... Mais il va se passer quoi là automatiquement? C'est-à-dire que la personne va recevoir une alerte qui dit attention, il y a peut-être une faute sur ta borne numéro XYZ quoi. il ne va même pas recevoir une alerte, l'opérateur. C'est-à-dire que l'opérateur... La borne va se mettre automatiquement off et donc plus personne ne va venir s'y brancher? Par exemple, et en fait, ce que l'opérateur il trouvera sur son bureau le lendemain matin, si j'ose dire, c'est qu'il va trouver un rapport d'incident et il va trouver les actions qui ont été mises en place par l'IA qu'il aura paramétré. C'est-à-dire que lui, il a un processus, ils ont un processus de gestion de tentatives de fraude. Ma dernière question, Émile, toi qui est passé par le monde politique, est-ce qu'en France, au niveau des actions politiques et de la réglementation, on en a fait assez pour la massification de l'électrification? Ou est-ce qu'on a encore beaucoup de choses à faire? Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens? Il y a eu un soutien quand même, et pour le coup qui est resté relativement constant à travers les quinquennats divers à l'électrification du transport, qui reflète aussi un peu l'engagement quand même relativement continu de la France sur la décarbonation globale du transport et les objectifs européens qui vont avec. Donc il y a une volonté politique qui reste constante. Elle peut varier en termes sur les incitations fiscales pour acheter des véhicules électriques. Ouais, on est passé de l'incitation directe au C2E, etc. Voilà, puis avec des bonus qu'on affiche qui peuvent être extrêmement élevés, mais pour des gens qui auraient des revenus extrêmement bas, mais qui du coup, pour le coup, voudraient s'offrir un SUV à 35 000 euros. Bref, il y a parfois des choses qui sont assez peu lisibles. Donc ça, effectivement, la stabilité... Ça ne paraît pas toujours cohérent. Voilà, la stabilité fiscale et réglementaire, c'est quelque chose d'important pour le secteur comme pour n'importe quel secteur industriel ou tout autre qui soit. Donc, ça va plutôt dans le bon sens. Et puis après, il y a aussi, c'est pas que l'État, c'est aussi les gens qui gèrent les bornes de recharge. Je parlais de tous ces frais un peu induits, etc., de démarrage de séances de recharge, parfois de 1 euro. Tout ça, ça va être des choses aussi qui, à mon avis, devraient être... plus modeste, ou en tout cas vraiment encadré. Donc il y a aussi les opérateurs. Il y a une question d'encadrement, de réglementation là-dessus pour réussir à faire en sorte qu'on ait à peu près tous les mêmes règles du jeu quand on va se recharger n'importe où en France. Voilà, en fait, comme on a la pompe à essence, quand on démarre la recharge, on sait combien on va payer, on connaît le prix, par exemple. Ça a l'air tout bête, mais en fait, c'est rare, c'est pas toujours le cas. Le troisième volet, c'est les voitures, c'est les constructeurs qui, effectivement, proposent aussi beaucoup de véhicules de type SUV, assez onéreux parce que ça permet aussi de faire des marges, etc. Il y a Léo Larivière de Transport et Environnement qui en parle beaucoup mieux que moi, mais où il y aura aussi, pour massifier le véhicule électrique, je pense qu'il y a un vrai travail aussi de massifier les modèles. Il y a tout de même très peu de modèles urbains, citadins, à des coûts raisonnables, parce qu'ils sont très peu produits. Donc je pense que... Là, on arrive quand même sur des modèles à 20 000 euros, quand on a des aides, etc. S'il y en a... ça peut quand même faciliter le truc. C'est en train de redescendre. Ouais, sur notamment des marques françaises en plus. C'est-à-dire que tu as Renault, tu as Citroën, même Peugeot, je crois, qui arrive aussi avec un modèle plus bas. C'est-à-dire que Renault, il y a la Twingo qui est hyper accessible par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Oui. Sur Citroën, je crois que c'est la IC3 ou la IC4 qui arrive aux 20 000 euros pour une voiture familiale, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'on l'a passé, ce cap. Les prix commencent à devenir plus raisonnables. Ouais. Après, 20 000 euros pour une voiture neuve, pour beaucoup de gens... Ouais. Mais ça, j'ai l'impression que ça fait partie du nouveau monde. Je ne sais pas comment on s'est retrouvé ici, mais je suis d'accord. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas mettre 20 000 euros dans une voiture neuve de la taille d'une citadine, pour citer personne, qui, à l'époque du thermique, valait 2 fois moins. Ouais, je suis d'accord. Ouais, donc... il y a aussi ça, à mon avis, où il va falloir aussi faire un effort sur les marges, etc. Mais quand je dis on a passé un cap, c'est-à-dire qu'on est quand même en train de redescendre doucement la montagne des prix là-dessus. Donc logiquement, on va y arriver assez rapidement. Ça va plutôt dans le bon sens. En tout cas, ces 2 dernières années, il y a eu l'émergence de modèles de voitures de la vie de tous les jours et pas de SUV pour aller faire 1000 km d'un coup pour aller je ne sais où. Et donc ça va plutôt dans le bon sens. Et le dernier volet, c'est les entreprises avec les flottes d'entreprises. Sur qui ont un énorme rôle à jouer. Leur électrification, c'est important pour la dépollution du transport, la logistique du dernier kilomètre.
On voit que les périodes de Noël, par exemple, sont des périodes de pollution monstrueuses. À cause de ça ? Il y a la livraison maintenant. Waouh. On a les grandes plateformes qui livrent à domicile, etc. Donc il y a un nombre de véhicules qui circulent sur la route pendant les périodes de Noël qui est absolument faramineux et qui crée une grande hausse de pollution. Donc les entreprises, que ce soit le transport comme ça de marchandises ou de personnes, ont une vraie responsabilité à suivre un peu de manière proactive les objectifs qui leur sont assignés. Et aussi, on parlait des particuliers, parce que les flottes de véhicules d'entreprise sont celles qui irriguent le marché de l'occasion, puisque les entreprises, elles amortissent leurs voitures, après elles les mettent en vente. Là, justement, on est un peu dans le premier cycle où on va commencer à avoir de plus en plus de véhicules électriques d'occasion grâce aux flottes d'entreprise. Voilà, les flottes d'entreprise sont le principal pourvoyeur du marché de l'occasion, et donc leur proactivité. Mais ça bouge beaucoup. Voilà, quand même. Avec le bâton et la carotte, mais ça bouge. C'est fondamental. Merci beaucoup, Émile Josselin, donc directeur marketing et communication à l'international pour Monta. La recharge électrique pilotée et maintenant avec aussi l'intelligence artificielle. Si jamais vous souhaitez suivre encore d'autres épisodes de cette saison 2, c'est sur pressemobility.com ou bien sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, commentez, abonnez-vous et puis on continue à être de plus en plus nombreux avec des super invités. Merci beaucoup, Émile, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Yann.